Akram Belkaïd est journaliste, d'une part, notamment vous pouvez le retrouver dans le Monde diplomatique, et vous pouvez le retrouver aussi en français dans le Quotidien d'Oran, oui. C'est ça, qui est un média uniquement électronique ou qui a aussi une version papier? Ah non, non, c'est un média papier. Papier, mais dont on peut consulter la version électronique sans problème de France. Nous tenions beaucoup, pour parler de ce qui se passe en Algérie en ce moment, à inviter quelqu'un qui soit très proche de ce pays et pas seulement un observateur avec le recul que peuvent avoir les journalistes ou les universitaires français. Et donc il me semble important de savoir qu'Akram Belkaïd est né en Algérie, il a vécu sa jeunesse, il a fait ses études, ce qui lui donne un rapport très intime avec ce peuple que nous souhaitons mieux comprendre. Et donc, il est non seulement journaliste, mais il est aussi écrivain. Il a écrit plusieurs livres, et notamment celui-ci qu'il vient de publier peu de temps avant le démarrage de la grande révolte populaire de février. L'Algérie, un pays empêché, aux éditions Talandier, en 100 questions. C'est un livre qui se lit très agréablement, notamment parce que les 100 questions font qu'il y a 100 petits, très courts chapitres, et c'est pas toujours facile de faire court, sur les sujets les plus divers qui vont de la cuisine ou la musique à l'histoire, à la politique, à l'enseignement, à l'arabisation. Et notamment, ce qui en fait, à mon avis, tout l'intérêt et la qualité, c'est que Akram Belkaïd, connaissant bien la sensibilité de ses concitoyens algériens, nous fait bien sentir sur beaucoup de points quels sont les symboles importants, quelles sont les choses dont on peut parler, pas parler, et toutes ces choses qui sont très importantes pour décoder vraiment un pays. Alors, vous remarquerez comme moi sans doute que l'intérêt pour l'Algérie, qui a été énorme dans les médias français au moment où le mouvement de révolte populaire contre un possible Xème mandat de Bouteflika a commencé en février, cet intérêt semble être beaucoup retombé, alors qu'évidemment, l'évolution de l'Algérie reste une question primordiale, non seulement pour les Algériens, mais aussi pour nous et plus généralement pour l'Europe. Et donc c'est tout à fait, si je puis dire, dans l'esprit du club, d'essayer sur des sujets comme ça, de ne pas seulement se fixer sur l'événement du moment, mais de garder son attention sur un sujet important comme celui-ci. Néanmoins, on va peut-être vous demander, avant de, si je puis dire, de prendre, de nous situer de manière plus large les événements, peut-être de nous dire où on en est là maintenant, puisque finalement nos journaux habituels ne nous parlent plus beaucoup de l'Algérie ces jours-ci. Bonjour à toutes et à tous, merci pour votre invitation. Je commencerai effectivement par un point d'actualité. Vendredi dernier, les Algériens ont manifesté pour le 17e vendredi consécutif. Je rappelle que le vendredi, c'est le jour de week-end en Algérie, et c'est le jour où la population sort en masse pour manifester de manière pacifique et pour exprimer ses revendications. Alors ces revendications ont évolué par rapport à la première manifestation. Je rappelle que la première s'est déroulée le 22 février dernier et qu'effectivement à l'époque il s'agissait de dire non à un 5e mandat du président Abdelaziz Bouteflika. Depuis, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts. Le président Bouteflika a démissionné. L'élection qui devait avoir lieu
pour désigner un remplaçant, elle devait avoir lieu le 4 juillet, a été annulée, faute de candidats. Et les Algériens continuent à manifester parce que leurs revendications se sont étendues. Elles ne concernent plus simplement la présidence, mais une volonté de voir un changement de système. Ce que les Algériens revendiquent aujourd'hui, et ce qu'on ne dit pas assez, c'est qu'ils veulent un changement de système. Ils veulent une remise en cause profonde du système tel qu'il a existé, du système politique tel qu'il a existé en Algérie depuis l'indépendance. Les revendications sont là. Elles demandent de manière générale une période de transition. Elles demandent ces revendications le départ de l'actuel gouvernement de transition, qui est en réalité un gouvernement hérité du système Bouteflika. La manifestation du mardi, qui est celle des étudiants. Les étudiants sont en pointe dans le mouvement et eux aussi revendiquent de manière continue, depuis février dernier, un changement de système et le départ du système actuel. Alors, par rapport à cette, je dirais, cette revendication, la situation aujourd'hui, c'est qu'on a un pouvoir personnifié par le chef d'état-major, le vice-ministre de la Défense et chef d'état-major, donc le général Ahmed Gaïd Salah, qui est le véritable homme fort du pays aujourd'hui, qui lui, pour le moment, ne veut pas, en tous les cas, ne veut pas entendre parler d'une transition longue, s'entend. Il demeure accroché à l'idée d'un processus qui obéirait, qui serait conforme à la Constitution. C'est pour cela que le général Gaïd Salah a tenu à essayer d'imposer une élection présidentielle le 4 juillet prochain. Il n'a pas réussi, malgré tous ses efforts. Il n'a pas réussi à imposer cette élection. Pourquoi ? Parce que tous les candidats qui ont été plus ou moins, tous les candidats potentiels qui ont été plus ou moins approchés par le pouvoir ont été, se sont désistés. Par rapport à la pression populaire, personne n'avait envie d'aller au scrutin. Mais ça ne veut pas dire que le président, enfin, ça ne veut pas dire que le général renonce. Et donc là, on est dans l'attente. On ne connaît pas le calendrier qui va être proposé puisque l'élection du 4 juillet est abandonnée. Je rappelle que c'est une disposition constitutionnelle, un peu comme ce qui pourrait arriver en France. Quand le chef d'État démissionne ou est empêché, il y a une période de transition où c'est le président du Parlement qui occupe le poste de président par intérim et il faut qu'il y ait un scrutin au bout d'une certaine date donnée. À partir de début juillet, juillet prochain, cette période prévue par la Constitution va s'achever. Cela veut dire qu'à partir, grosso modo, du 10 juillet, l'Algérie va rentrer dans une phase qui n'est prévue par aucune disposition constitutionnelle. Le discours du régime, c'est de dire qu'à cela ne tienne, on va remettre une petite période de transition, 2 mois et demi, pour organiser des élections à la rentrée. C'est-à-dire qu'on refait le même scénario en espérant que cette fois-ci, il y ait des candidats. Pour le moment, la position des Algériens, de la société civile, des partis politiques d'opposition, c'est de dire qu'il n'est pas question de revenir aux urnes tant qu'on n'a pas purgé le système, tant qu'on n'a pas renouvelé les listes électorales, tant qu'on n'a pas mis en place une instance indépendante de supervision des élections, bref, tant qu'on n'a pas fait le boulot qui est celui de toute transition habituelle dans un système, de passage d'un système à un autre. Ce qui signifierait à ce moment-là une transition plus longue et des élections éventuellement en 2020, mais pas avant. Donc on en est là. D'un côté, revendication populaire massive d'un vrai changement, de l'autre, un discours ferme de la part du gouvernement, de la part du chef d'état-major, qui consiste à dire non, on s'en tient à la Constitution, il n'est pas question de s'engager dans une longue période de transition,
il faut qu'il y ait une élection présidentielle. Revendication massive et toujours pacifique. Alors oui, exactement, toujours pacifique. J'y reviendrai. Je reste sur le point d'actualité. Donc, je vous ai donné le principal point d'actualité. Donc ça évolue. On est dans l'histoire aujourd'hui. À l'heure où je vous parle, peut-être que... Alors aujourd'hui, par exemple, tout le monde attend, en fait, ça se fait en deux temps. Vous avez les manifestations massives et pacifiques du vendredi, auxquelles répond en règle générale un discours du chef d'état-major dans les jours qui viennent. Discours prononcé à l'occasion de l'une de ses multiples visites d'inspection et de travail qu'il effectue à travers le pays. Or, il se trouve que nous sommes lundi aujourd'hui, lundi 17 juin, et que le chef d'état-major doit se déplacer à l'intérieur du pays pour une visite d'inspection et de travail, et qu'en règle générale, c'est l'occasion pour lui de livrer un discours, de délivrer un discours et de donner sa position. On va voir ce qu'il va décider. Tout cela intervient, autre point intéressant, dans un processus assez étonnant, assez impressionnant tout de même, qui est celui d'une véritable purge qui a lieu actuellement à l'intérieur du système. Depuis plus d'un mois et demi, on assiste, 2 mois même, on assiste à une série d'arrestations qui visent essentiellement le clan Bouteflika. Il se trouve que 2 premiers ministres dorment aujourd'hui en prison. Des gens qui ont donc dirigé l'Algérie au cours des dernières années, voire de la dernière décennie. Des ministres sont convoqués par la Cour suprême et aussitôt mis en mandat de dépôt. D'autres sont sous contrôle judiciaire. C'est une offensive, c'est du jamais vu. C'est du jamais vu. Les charges retenues concernent toutes des affaires de corruption. C'est assez impressionnant. À cela s'ajoute le fait qu'au moins 2 généraux qui furent omnipuissants puisqu'ils étaient à la tête des services de sécurité sont aujourd'hui eux aussi en prison. Le frère du président Bouteflika est en prison. Bref, il y a à l'intérieur même du mouvement de protestation un mouvement parallèle, si j'ose dire, qui est celui d'une remise en cause des institutions, remise en cause de ces personnalités, du rôle qu'elles ont pu jouer, et elles sont aujourd'hui en prison. Cela ne convainc qu'à moitié les Algériens, qui effectivement pour certains applaudissent à ces arrestations, puisque plusieurs des ministres incriminés étaient très impopulaires et étaient accusés de beaucoup de maux et de détournements. Mais pour beaucoup d'Algériens, cela ne saurait suffire. Cela ne saurait constituer, je dirais, un compromis ou une espèce de concession que le système ferait dans l'idée que, ma foi, il y aurait d'un côté un prolongement du système via une élection présidentielle et comme concession majeure accordée à la population, le fait que beaucoup de gens ayant dirigé le pays au cours des dernières années répondent de leurs actes délictueux devant la justice. Là aussi, voilà, on en est. Chaque semaine, encore une fois, apporte son lot de surprises avec des premiers ministres, encore une fois, notamment par exemple le Premier ministre Ahmadou Yahya, dont on disait à un moment donné qu'il était le successeur putatif du président, le Premier ministre Sellal, qui fut aussi directeur de campagne pour la réélection d'Abdelaziz Bouteflika en 2014. Tous ces gens-là sont en prison aujourd'hui. C'est assez important et je suis tout à fait d'accord avec vous. L'impact, l'ampleur de cette purge est très peu couverte, très peu relayée dans les médias internationaux. C'est assez étonnant. Alors, il y a beaucoup d'explications. L'une d'elles, c'est qu'effectivement, beaucoup de confrères français, étrangers, notamment occidentaux, ont du mal à obtenir des visas, ce qui fait qu'il leur est très difficile de couvrir les événements. Mais je crois que de manière générale, la situation apparaît de manière tellement compliquée, elle est tellement peu binaire que, ma foi,
passé le premier temps d'excitation par rapport au mouvement populaire, eh bien on s'installe dans une espèce de routine vue de l'extérieur et qu'on attend qu'il y ait de nouvelles choses. Peut-être que lorsqu'on aura le nouveau calendrier, peut-être que l'intérêt pour l'Algérie se fera de nouveau sentir. Et d'ailleurs, c'est un paradoxe parce que ce désintérêt, je dirais, relatif des médias français tranche avec l'intérêt que peuvent avoir beaucoup de gens de la société française. On le voit à travers les réunions, les conférences, toujours énormément de monde et ça crée en fait une espèce de biais très intéressant à relever. Voilà pour le point de situation. Ce que j'aimerais dire en deuxième partie, c'est que je voudrais vraiment insister sur deux choses. Sur le fait que le mouvement auquel on assiste est un mouvement historique. Jamais au cours de l'histoire de l'Algérie indépendante on a assisté à un tel mouvement d'ampleur populaire de protestation. C'est-à-dire qu'il y a eu dans l'histoire de l'Algérie indépendante des moments où le régime a vacillé, il y a eu des moments où les gens ont occupé la rue, où ont même exprimé des manifestations, des revendications. Là, on en est tout de même au 17e vendredi de manif. Les gens dont on pensait qu'ils finiraient par se fatiguer ne se sont pas fatigués. Je pense par exemple que le régime pensait que le ramadan serait un véritable obstacle pour le mouvement populaire. Il n'en a rien été, puisque malgré la chaleur, la faim et la soif, les gens ont continué à manifester et aujourd'hui ils continuent à manifester. Ça c'est vraiment historique. C'est historique parce que c'est un mouvement national. Ce n'est pas qu'Alger qui manifeste. Vous avez énormément de villes, de villages, de petites villes moyennes où il y a des manifestations, où il y a des gens qui sont dans la rue, qui revendiquent le changement de système. C'est historique aussi parce que, comme vous l'avez dit, c'est un mouvement pacifique. Les Algériens ont appris beaucoup de ce qu'on appelle la décennie noire des années 90 et pour le moment, au bout de 17 semaines, il convient de relever à quel point les manifestations se déroulent de manière pacifique avec des gens qui s'organisent pour nettoyer les rues après le passage des manifestants, avec une volonté de ne jamais en découdre avec les forces de l'ordre, avec une volonté de calmer une partie de la jeunesse qui pourrait, elle, être tentée d'aller au contact avec la police. Et puis aussi, contrairement à, par exemple, des manifestations qui ont eu lieu dans le passé, aucun symbole de l'État, du parti FLN ou d'autres partis de la majorité présidentielle visé ou attaqué. Et ça, en cela, c'est assez intéressant et assez important de le relever. Ce qui fait la force de ce mouvement aujourd'hui, c'est le nombre et le caractère pacifique. Il pose un vrai problème aux autorités algériennes parce qu'il est très difficile de réprimer un mouvement pacifique, même si on a vu que dans un autre pays qui connaît lui aussi un mouvement de protestation et dont on parle peu, qui est le Soudan, avoir une manifestation pacifique ne suffit pas quand vous avez en face de vous un régime décidé à aller jusqu'au bout et les généraux soudanais n'ont pas hésité à ouvrir le feu sur des manifestants pacifiques. Toujours des femmes dans la rue aussi, dans les manifestations? Alors il y en a bien entendu, il y en a dans toutes les grandes villes, c'est toute l'Algérie qui sort, hein. C'est la jeunesse, la jeunesse a été vraiment le fer de lance, et je parlais tout à l'heure des étudiants, il y a aussi cette jeunesse qu'on qualifie souvent de désœuvrée parce qu'elle n'a pas de travail, ou en tout cas elle travaille dans le secteur informel. Cette jeunesse qui a exprimé très tôt ses revendications contre le régime dans les stades de l'Algérie, c'était les signes avant-coureurs. Et cette jeunesse, elle est le fer de lance. C'est elle qui a convaincu les Algériens qui étaient plutôt réticents de sortir dans la rue. Parce que pendant très longtemps, on a considéré que, ma foi, le système pouvait dormir sur ses deux oreilles vu que les Algériens avaient une grosse réticence à sortir dans la rue, à manifester, et cela pour différentes raisons. L'une des raisons étant le poids mémoriel, en tout cas le traumatisme des années 90, mais aussi les expériences
je dirais, dramatiques et sanglantes de pays voisins qui ont connu les printemps arabes de 2011 et qui sont aujourd'hui en plein chaos. Je pense notamment à la Libye, mais il y a aussi le Yémen et la Syrie qui ont constitué pendant très longtemps de vrais contre-exemples, en tout cas des éléments freinant toute volonté de contestation. Alors, en termes de perspective, comme je vous l'ai dit, on est dans une situation de blocage. On a affaire à un mouvement d'ampleur nationale mais horizontale, avec très peu de structures capables d'encadrer ce mouvement ou en tout cas de parler en son nom. Il y a des efforts qui se font, on voit des coordinations se mettre en place. La société civile essaye de s'organiser de manière plus ou moins unanime. Donc, par exemple, le 15 juin, on a assisté, il y a 2 jours, on a assisté à une réunion de plusieurs ONG, associations, syndicats qui ont essayé de mettre en place une plateforme de propositions et de négociations à destination du régime. Comme dans tout mouvement horizontal, il se trouve qu'il y aura toujours des gens qui seront en soutien de cette coordination, mais d'autres qui estimeront qu'elle ne représente qu'elle-même. Et de toutes les façons, il y a lieu d'attendre ce que va dire le régime et de la manière dont il va réagir et les propositions ou les contre-propositions qu'il peut faire. Pour le moment, comme je vous l'ai dit en début d'intervention, le général Ahmed Gaïd Salah ne veut pas dialoguer alors qu'il est l'homme fort, considère que ce n'est pas à lui de dialoguer avec les manifestants et il renvoie la société civile et les partis politiques d'opposition à un éventuel dialogue avec le gouvernement de transition, lequel, encore une fois, est un gouvernement uni par la majorité. C'est un gouvernement qui, de toutes les façons, fonctionne peu. Les ministres font très peu de visites sur le terrain, puisqu'à chaque fois qu'un ministre va quelque part, il est confronté à l'hostilité des manifestants et au refus des citoyens algériens de composer avec lui. Donc on est dans cette attente, il y a plusieurs possibilités, on va peut-être finir par arriver à un accord pour une période de transition. Il est possible aussi que le régime décide de passer en force et d'organiser de nouveau des élections à la rentrée. Là, il sera intéressant de voir la réaction des Algériens, sachant que jusqu'à présent, les gens ne veulent pas aller voter tant qu'il n'y aura pas eu de réforme majeure de fait. L'idée, la possibilité d'un recours à la force n'est pas à exclure, même si encore une fois, les Algériens demeurent pacifiques. C'est un régime qui n'a pas hésité par le passé à user de la force contre les manifestants. Il pourrait le refaire aujourd'hui, mais il aura bien du mal à se justifier au vu de la nature pacifique du mouvement. On va suivre cette actualité au cours des semaines et des mois qui viennent. Il est clair que l'Algérie est engagée dans une nouvelle phase, que le projet de 5e mandat a été l'erreur de trop du système. C'est ce qui a poussé les gens dans la rue, c'est ce qui a provoqué le ras-le-bol général, c'est ce qui a été le catalyseur d'un mouvement de contestation qui est très suivi dans le monde arabe, qui est très suivi au nord de la Méditerranée et qui constitue, je dirais, l'un des faits majeurs de la décennie en Afrique du Nord, dans le bassin méditerranéen et de façon générale dans le monde arabophone. Voilà ce que j'avais à vous dire. Je vous remercie pour votre attention et je répondrai à vos questions avec beaucoup d'intérêt. Dans une circonstance un peu du même genre, où j'occupais votre place d'orateur et où il était question de démocratie et où il y avait une jeune, notamment franco-algérienne dans l'Assemblée, on a discuté un petit peu de ce qui se passait et elle a eu ce cri du cœur de dire « j'ai tellement envie que la démocratie revienne dans mon pays que je suis même prêt à prendre le risque du retour des islamistes par les urnes ». C'est une question que je vois peu évoquée dans les papiers, sur laquelle il y a peu de réponses. C'est-à-dire aujourd'hui,
si on fait des élections totalement libres en Algérie, est-ce qu'on a immédiatement une victoire des islamistes et question subsidiaire, est-ce que c'est quelle est l'ampleur du danger, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut craindre qu'il fasse, et est-ce qu'on peut penser qu'il jouerait le jeu démocratique, c'est-à-dire y compris de redonner le pouvoir si une élection suivante, s'ils ont déçu et qu'une élection suivante les renvoie chez eux, ou pas, voilà. Comment percevez-vous ce qui, je pense, est dans l'esprit de beaucoup de gens, la possibilité d'un... Mais il y a une espèce de non-dit, me semble-t-il, autour de ce risque de retour des islamistes au pouvoir en Algérie. Oui. Alors, c'est la question récurrente à propos de la situation. Alors, je répondrai, il y a deux éléments, voire trois. La première chose, c'est que, bien entendu, l'islamisme politique n'a pas disparu du paysage politique algérien. Ça, c'est un fait. Autrement dit, si demain des élections libres, transparentes et honnêtes sont organisées, il est évident que ce qu'on appelle la mouvance islamo-conservatrice va très certainement être présente. Par quels moyens, par quel parti, ça c'est autre chose. Il faut bien comprendre que au cours des 20 dernières années du mandat de Bouteflika, il y a des partis islamistes, dits islamistes, qui ont fait partie de la majorité présidentielle et qui se sont beaucoup discrédités aux yeux de la population. Il y a aussi un mouvement qui serait l'héritier de l'ex-Front islamique du Salut, le FIS, qui lui est interdit, qui n'a pas la possibilité jusqu'à présent de s'organiser en tant que parti héritier du FIS. Toute la question sera de savoir si demain, encore une fois, l'Algérie bascule dans une nouvelle ère, est-ce que cette mouvance aura le droit de se réunir et de réapparaître en tant que parti organisé. Ce qui est certain, c'est que, comme je vous l'ai dit, il y a une partie des partis islamistes qui se sont discrédités parce qu'ils ont été dans le système, parce que certains de leurs dirigeants ont été atteints par les affaires de corruption, ça, les gens le savent. Il y a aussi le poids des années 90, c'est-à-dire qu'il y a une partie de la population qui ne pardonne pas et qui n'est pas prête de pardonner aux islamistes ce qui s'est passé, c'est-à-dire ce qu'on appelle la décennie noire, cette véritable guerre civile, vraiment une période traumatisante pour les Algériens. Mais il y a de l'autre côté aussi l'évolution de la société algérienne au cours des 20 dernières années, c'est-à-dire que Bouteflika, derrière ses grands discours, a totalement abandonné ou lâché la bride à un nombre de courants, je dirais, conservateurs, religieux. Et il en résulte aujourd'hui dans la société algérienne un retour en force de la religiosité ostentatoire. En tous les cas, ça crée un climat qui n'est pas fondamentalement favorable à tel ou tel parti islamiste, mais qui en tout cas crée un contexte où le discours islamiste pourra facilement s'exprimer. Autrement dit, l'Algérie de demain, elle devra compter avec les islamistes. Ils sont une partie composante, c'est de l'Algérie, c'est l'identité d'une partie de l'Algérie. Donc, espérer qu'ils puissent disparaître du jour au lendemain, c'est faire fausse route. Les diaboliser comme le font certains, notamment en France, est aussi totalement improductif. C'est-à-dire qu'on n'élimine pas une partie de la population parce qu'elle vous déplaît. Toute la question va être de savoir comment on va s'organiser pour justement aboutir à un pacte fondamental qui consisterait à dire, comme vous l'avez dit, si demain les islamistes remportent les élections, est-ce qu'ils sont prêts à abandonner le pouvoir en cas de défaite et d'alternance? Tout ça va être posé sur la table, mais on en est encore très loin. Pourquoi est-ce qu'on en est encore très loin? C'est parce que nous payons très cher en Algérie les 10 années
de guerre civile, mais nous payons encore plus cher les 20 années de règne de Bouteflika, où il a vidé le champ politique de sa substance. Il faut bien savoir qu'en Algérie, avant le 22 février, il était extrêmement difficile de manifester, il était extrêmement difficile pour un parti d'organiser la moindre réunion, il était extrêmement difficile de, par exemple, comme on le fait aujourd'hui, de louer une salle et d'avoir un débat. Et donc aujourd'hui, nous partons d'un vide politique assez flagrant qui fait que beaucoup de partis dits progressistes, dits modernistes, partent avec un désavantage réel, c'est-à-dire qu'il va leur falloir du temps pour s'organiser, il va leur falloir du temps pour faire connaître leurs idées, il va leur falloir du temps pour aller à la rencontre des Algériens pour défendre leurs idées, d'où, encore une fois, la revendication d'une transition longue. Il s'agit de ne pas répéter les erreurs des années 80, puisque l'Algérie a déjà connu une parenthèse démocratique, 89-91. Après les émeutes d'octobre 88, l'Algérie a connu un vrai mouvement d'ouverture, avec la fin du parti unique, avec des réformes économiques, avec la liberté de la presse, un mouvement, je dirais, émancipateur, qui est intervenu d'ailleurs avant même la chute du mur de Berlin en 89. Eh bien, on sait très bien que cette parenthèse, ce printemps a dérapé puisqu'il a débouché sur les événements des années 90. Donc les Algériens comprennent aujourd'hui, ont bien en tête que la transition, la démocratie a besoin de temps. Voilà pour le premier point. Le deuxième point, par rapport à votre question, c'est que, au-delà même de la nature de ce que sera l'Algérie, de ce que sera les islamistes ou pas, il y a je dirais, il y a une réflexion aussi à faire qui est tout aussi fondamentale, qui consiste à dire qu'avant même de parler de démocratie, avant même de parler d'islamiste ou de pas islamiste, c'est toute la réflexion autour de l'état de droit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avant même les idées politiques, les Algériens qui sont dans la rue manifestent surtout pour le droit et la justice et la liberté. C'est-à-dire qu'on vit dans un pays où il y a des lois, il y a une constitution qui est bien écrite, qui a des dispositions en théorie qui sont totalement acceptables, même si certaines posent problème, notamment en termes d'égalité des droits. Bref, mais l'Algérie a besoin aussi d'un état de droit. Et c'est peut-être même l'urgence. C'est l'urgence par rapport à la réflexion qu'on pourrait porter sur la nature du régime. Et là aussi, il y a un certain nombre de lois qui existent aujourd'hui en Algérie qui doivent impérativement être abrogées si on veut que la période de transition se passe au mieux. Et là aussi, il y a toute une réflexion à faire sur cette question-là. Oui, bonjour. Merci de votre présentation. Ma question porte sur l'armée. Vous dites que le système est remis en cause. Est-ce que l'armée fait-elle partie du système? Jusqu'à quel degré? Est-ce que d'ailleurs c'est une armée homogène? Quelle est la position, quelle est la perception par la population algérienne de son armée? Est-elle vue comme étant une force d'opposition ou une force à ramener sous contrôle, ou au contraire participe-t-elle du renversement du régime, ou en tout cas du futur du régime algérien? Depuis l'indépendance, et peut-être même avant, l'armée est le pivot du pouvoir en Algérie. L'armée est faiseuse de roi. C'est-à-dire qu'il était inconcevable qu'un président soit nommé ou élu sans l'aval de l'armée. D'ailleurs, quand on regarde l'histoire de l'Algérie indépendante, on se rend compte que tous les gens qui ont été élus étaient soit des militaires, je pense au colonel Boumedienne en 65, enfin il n'était pas élu mais il a pris le pouvoir à ce moment-là par un coup d'État, le colonel Chadli Benjdid en 79, le général Zerouel élu en 95, tous ces gens-là étaient des militaires. Et puis les autres, des civils, mais des civils élus grâce à l'aval des militaires. Je pense à Ahmed Ben Bella en 63, enfin à l'indépendance, imposé par l'armée au gouvernement
provisoire de la République algérienne, et puis Bouteflika en 1999, qui n'a été élu que parce que l'armée est allée le chercher en lui donnant son feu vert, son aval. Donc l'armée est faiseuse de roi, ce qui ne veut pas dire que par contre que l'armée gère le pays au quotidien. Elle intervient, elle est toujours intervenue dans les moments, je dirais, critiques et pour les questions essentielles. Il y a toujours eu 3 types de décideurs en Algérie. Vous avez l'état-major, enfin l'armée en elle-même, les militaires en uniforme, les services de sécurité, ce qu'on appelle aussi les militaires en civil, et la présidence de la République. Donc c'est un jeu d'influence, d'arbitrage, d'ajustement. Donc aujourd'hui, le détenteur du pouvoir, c'est l'état-major. Pourquoi? Parce que la présidence, le clan présidentiel a été totalement affaibli et parce que les services de sécurité ont été mis au pas justement par l'état-major et dépendent directement aujourd'hui de l'état-major. Cela veut dire qu'aujourd'hui, le pouvoir fondamental de donner, de façonner la manière dont le pays va évoluer sur le plan institutionnel, ce pouvoir-là, c'est l'armée, c'est l'état-major. Dans sa structure, l'armée algérienne n'est pas une armée de janissaires, c'est-à-dire que ce n'est pas une armée hors sol. Vous avez un haut commandement, et puis vous avez une armée à la fois de conscrits, mais aussi d'un certain nombre de milliers d'officiers supérieurs, subalternes, qui sont, eux, plus ou moins proches ou très proches des réalités quotidiennes que vit le reste de la population. Autrement dit, c'est une armée qui n'est pas imperméable aux attentes de la population, à ses exigences de changement. Et c'est d'ailleurs cela qui fait que la position du général Ahmed Gaïd Salah a beaucoup évolué depuis le début du mouvement populaire. Si on reprend ses positions et ses déclarations depuis 6 mois, dans un premier temps, l'armée était, semble-t-il, favorable à un 5e mandat. Puis, lorsque les manifestations ont commencé, l'armée a été, le général Gaïd Salah a été très dur, voire très menaçant à l'égard des manifestants. Et puis, au fil du temps, le discours a totalement changé et aujourd'hui, l'armée revendique le rôle d'agent du changement, ce qui ne convainc qu'à moitié les Algériens, dont certains réclament aussi le départ du général Ahmed Gaïd Salah. Ils considèrent qu'il fait partie de l'héritage de Bouteflika et que donc il n'a pas à continuer à diriger l'armée. Lui-même, ce général, a longtemps été très, je dirais, dépendant, en tout cas, était un allié de poids du président Bouteflika, puisqu'il devait partir à la retraite en 2002, qu'il a été récupéré, entre guillemets, par le président Bouteflika, qu'il a nommé chef d'état-major, et qui s'est appuyé sur lui pour, je dirais, mettre au pas, ou voire éliminer de manière, bien entendu, au plan, je dirais, des responsabilités, les généraux qui pouvaient tenir tête au président Bouteflika. Aujourd'hui, il a le pouvoir, il est obligé de tenir compte de sa base, notamment de l'état-major, d'un certain nombre d'officiers supérieurs, mais c'est lui qui imprime ou pas le changement. Il est intéressant de noter que les manifestants algériens aujourd'hui défilent avec de nombreux slogans, certains d'entre eux étant hostiles à Ahmed Gaïd Salah, mais en tous les cas, de manière générale, beaucoup d'Algériens revendiquent un État civil. Il y a un slogan qui dit « État civil et pas un État militaire ». C'est assez clair, c'est assez fort, c'est nouveau. C'est-à-dire qu'il y a maintenant, aujourd'hui, cette compréhension de la situation selon laquelle, si on veut que l'Algérie évolue, il faut absolument que l'armée soit moins présente dans le champ politique. Ce qui ne va pas être facile parce qu'on ne change pas les habitudes de manière aussi radicale, mais en tous les cas, la revendication est là. Alors, juste une dernière chose sur l'armée.
il est évident que ce qu'est en train de faire le général Ahmed Gaïd Salah dans cette purge qu'il est en train de mener contre une bonne partie du personnel politique, ça a un impact, ça conforte, en tout cas ça crée un élan de, je ne dirais pas de sympathie, mais de popularité auprès d'une partie des manifestants. Ça aussi, il y a une partie des manifestants qui veulent que le système change, mais qui à l'égard de Ahmed Gaïd Salah sont moins radicaux que d'autres et estiment que finalement l'armée joue là un rôle positif puisqu'elle est en train de mettre en prison tous ceux qui ont détourné des dizaines, voire des centaines de millions de dollars au cours des 20 dernières années. Et ça, ce n'est pas quelque chose, je dirais, d'anodin. Ça va peser là aussi sur les débats politiques au moment de la transition. Juste une précision, est-ce qu'elle joue un rôle dans le maintien de l'ordre, l'armée, notamment pendant les manifestations? Est-ce que l'armée joue un rôle dans le maintien de l'ordre? Alors, effectivement, c'est une très bonne question parce qu'on parle souvent de l'armée, en réalité, ceux qui sont au contact avec les manifestants, c'est les forces de police. Et les forces de police dépendent du ministère de l'Intérieur, ce ne sont pas des militaires. Les forces de police ont vu leur nombre croître de manière importante au cours des 20 dernières années. Bouteflika a beaucoup fait pour renforcer l'appareil, je dirais, de gestion répressive des émeutes avec la création de nouvelles unités, etc. Mais il va de soi que toutes ces forces de police sont, en tous les cas, obéissent in fine aux instructions de l'armée. L'armée agit via la gendarmerie. C'est un peu le même système qu'en France. La gendarmerie est un corps de l'armée algérienne, notamment dans la mise en place de barrages filtrants les vendredis pour empêcher qu'il y ait un trop grand nombre de manifestants qui affluent sur Alger. L'armée joue aussi un rôle dans le cadre des procédures d'investigation dans la purge qui a lieu actuellement. La gendarmerie est assez concernée par cela. Voilà, donc, mais effectivement au contact, le vendredi quand il y a des manifestants et qu'il y a par exemple un tunnel qu'empruntaient beaucoup les manifestants et qui est aujourd'hui interdit parce qu'il y a eu quelques soucis sécuritaires, il y a eu des grenades lacrymogènes qui ont été tirées à l'intérieur de ce tunnel au centre d'Alger, le tunnel des facultés, et il y aurait pu y avoir un gros drame. Aujourd'hui, ce tunnel est interdit aux manifestants et c'est les forces de police qui l'interdisent, c'est les brigades anti-émeutes. Merci Michel Ferrand. Je voudrais saisir cette occasion pour avoir la vision d'un Algérien très concerné par son pays, concernant la France et l'écho qu'a la France sur les événements actuels en Algérie. La vision que moi j'en ai, et je ne suis pas un fin connaisseur de l'Algérie, même si j'y ai voyagé quelques fois, c'est que l'Algérie est un pays qui a un peu nié son passé, c'est-à-dire que la période 1830-1962 est une période qui n'est pas assimilée à quelque chose d'heureux dans la représentation politique algérienne. Or, avant, il n'y avait pas grand-chose, il n'y avait pas de l'Algérie en tant que telle, il y avait un État ottoman, etc., plus ou moins dissous. Et passé l'indépendance, l'impression que j'ai aussi, c'est que la structure de l'État algérien a voulu nier également la France dans sa dimension culturelle. Donc la politique d'arabisation, le fait d'essayer de faire en sorte que le français ne soit plus une langue de référence, etc. Les relations conflictuelles que le pouvoir a souvent entretenues avec la France, tout ça fait que la France n'est pas perçue, même si elle peut être désirée sur le plan des visas ou autre chose, mais n'est pas perçue comme étant le pays avec lequel on veut coopérer en particulier. Lorsque l'armée algérienne commande des bateaux, elle va les chercher en Russie, etc. Enfin bref. Donc, est-ce que les structures de cet État qui ont quand même été mises en place par la France, par certains côtés, mais avec une France qui a toujours été niée, alors qu'aujourd'hui on fait appel à ses valeurs, quand vous parlez de justice, d'état de droit, etc., d'allant vers la démocratie, on sent un sous-jacent ancien qui refait un petit peu surface. Et je me pose aussi la question, de façon beaucoup plus conjoncturelle, sur le fait de savoir si
le fait que le peuple algérien ait vu pendant des semaines et des semaines, au moment de ce qu'on appelle ici la crise des Gilets jaunes, les gens défilaient dans la rue tous les samedis et avec durée, avec constance contre le pouvoir. Est-ce que ça leur a pas aussi donné l'idée de se dire, en fait, on peut tenir longtemps contre un pouvoir, et si des Français qui sont des nantis, peut-être par rapport à nous, sont capables de s'opposer à leur pouvoir, pourquoi est-ce que nous, dont nous estimons que nous avons beaucoup moins, que nous sommes bien lotis, en quoi est-ce qu'on ne serait pas légitime à le faire nous aussi et à tenter cette manœuvre-là qui consiste à faire prévaloir le peuple sur les institutions. Donc je me demande s'il n'y a pas une immense ambiguïté dans la relation entre le peuple algérien et la façon dont il perçoit la France et l'apport de la France dans son histoire et dans son actualité actuelle. Et je voudrais savoir s'il ne faudrait pas saisir cette occasion de la révolution algérienne pour réconcilier la vision que les Algériens peuvent avoir de leur ancienne puissance colonisatrice. Merci. Je pense que vous me permettrez de ne pas être d'accord avec vous dans votre postulat parce que, pour différentes raisons. Je pense que contrairement à ce que vous dites, l'histoire de l'Algérie indépendante est intimement liée et de manière volontaire à la France. Ce n'est pas pour rien que la France est, par exemple, jusqu'à aujourd'hui, et malgré la concurrence chinoise, le premier partenaire économique de l'Algérie. C'est-à-dire que, alors effectivement, il y a quelques niches qui sont réservées, c'est-à-dire que l'Algérie, vous citiez l'armement, a fait le choix, pour des raisons politiques à l'indépendance, de dépendre du bloc de l'Est plutôt que de l'Ouest. Mais pour le reste, dans tous les domaines, je dirais que le partenaire naturel de l'Algérie dans l'économie, ça a toujours été la France, à tous les niveaux. Aujourd'hui encore, l'Algérie achète du blé français. Lorsqu'elle a besoin d'équipements agricoles, elle se tourne vers la France. Lorsqu'elle a besoin d'expertise pour développer tel ou tel secteur dans les services, c'est surtout la France. Lorsqu'elle veut privatiser telle ou telle banque, c'est en règle générale les opérateurs français qui sont les favorisés, ainsi de suite. Donc il y a, dans ces 5 ou 6 décennies qui viennent de passer, je dirais une sorte de théâtre d'ombre. Il y a le discours qui consiste à penser que, ma foi, les relations sont compliquées, qu'elles sont difficiles entre anciennes puissances coloniales et anciens pays colonisés, alors qu'en réalité, il y a toujours eu, de fait, au-delà des discours, au-delà de la façade, de vraies relations. Ce n'est pas un hasard si l'essentiel des boursiers algériens sont passés par la France. Et même sur le plan politique, s'il n'y avait pas eu l'affaire du Sahara, qui est un vrai souci parce que l'Algérien s'agace un peu du soutien français au Maroc, en réalité, il y a très peu de contentieux dans les relations bilatérales. Et la France, l'économie française, même si c'est une économie diversifiée, a énormément de débouchés en Algérie. Il suffit, vous avez un nombre incroyable de petites et moyennes entreprises du sud de la France, dont l'unique ou le gros client est leur contrepartie algérienne. Donc en réalité, la France reste une langue effectivement difficilement, je dirais, repérable dans le système algérien, mais elle reste très employée. Il y a une importante presse algérienne francophone. Vous avez une vie culturelle algérienne francophone. Je ne parle même pas des écrivains algériens qui s'exportent à l'étranger, mais je parle déjà de la vie intérieure. Je pense, mais c'est un avis personnel, je pense qu'en Algérie, la population a beaucoup évolué depuis maintenant 2 ou 3 décennies et que, d'ailleurs, pour la plupart, ce sont des jeunes. Je rappelle que 2/3 de la population a moins de 35 ans. Donc, c'est une génération qui n'a pas connu la guerre d'Algérie. Moi-même, je suis né après l'indépendance.
À la limite, il y a plus de problème français en Algérie. Encore une fois, je parle de la réalité, je ne parle pas du discours politique et des instrumentalisations. En 2012, j'ai fait un voyage avec 200 lecteurs de l'hebdomadaire La Vie, des anciens pieds noirs, des anciens appelés du contingent, des Français qui voulaient aller voir l'Algérie. J'en ai fait un livre qui s'appelle « Retour en Algérie » et je raconte la manière incroyable et extraordinaire dont les gens ont été reçus. Donc l'idée même qu'il y a une partie d'identité rémanente française dans ce qui existe en Algérie, là, personne ne la conteste. À rebours, et encore une fois, c'est un avis personnel, je pense qu'il y a encore un problème algérien en France, et notamment dans la classe politique française. Je pense que l'Algérie continue à être l'éléphant dans la pièce dont on ne préfère pas parler pour différentes raisons. Parce que l'Algérie, c'est aussi un élément de discours électoral pour une partie de la classe politique française, je pense notamment à l'extrême droite, et qu'on a du mal à se définir par rapport à l'Algérie. Vous avez énormément d'hommes politiques français qui n'ont aucune honte à dire qu'ils ont un lien avec la Tunisie ou qu'ils ont un lien avec le Maroc. Vous n'avez aucun homme politique français, il y a une ou deux exceptions, qui demain peuvent se présenter devant face caméra en disant qu'ils aiment l'Algérie, qu'ils aiment le peuple algérien et qu'ils aimeraient que la France et l'Algérie aillent plus loin dans leurs relations. Je pense que les classes politiques des deux pays, mais bon, en Algérie, je vous ai expliqué qu'il n'y a pas de classe politique, il y a un pouvoir qui a tout fait pour faire le vide. Mais en tous les cas, dans les relations entre les deux pays, les systèmes de pouvoir des deux pays ne sont absolument pas à la hauteur de la réalité des relations entre nos deux peuples. C'est-à-dire qu'il vous suffit d'aller à Orly, de regarder les panneaux d'affichage et vous vous rendez compte qu'on a un nombre incroyable de vols quotidiens entre les deux pays. Vous avez des norias, il n'y a pas on pense qu'un Français sur 3, voire un Français sur 4 est concerné par l'Algérie d'une manière ou d'une autre, mais tout cela, du commerce, il y a le commerce, il y a les échanges, il y a la culture, mais tout cela est, je dirais, passé le plus souvent sous silence. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose dont on parle beaucoup, ce n'est pas quelque chose qu'on assume, comme s'il y avait un fantôme dans l'armoire dont qu'on n'a pas envie de libérer. En Algérie, en tous les cas, il y a deux choses par rapport au rapport à la France. C'est-à-dire que la colonisation, pour la grande partie de la population, ça appartient au passé, on n'en parle pas à condition, et sur cette question, les Algériens demeurent très fermes, y compris les jeunes générations, à condition qu'on ne vienne pas leur vanter la période coloniale comme étant une période bénie. Ça, c'est quelque chose de très ancré dans les familles. Les gens savent d'où ils viennent, ils savent ce qu'ils ont vécu. Donc, on oublie le passé, on regarde vers l'avenir, mais de grâce, ne réécrivons pas l'histoire ou ne cherchons pas à imposer une autre lecture. La deuxième question, qui elle pose vraiment problème aujourd'hui, c'est les rapports, je dirais, officieux, occultes, qui peuvent exister entre les intérêts économiques algériens et les intérêts économiques français. On sait très bien qu'on a des réseaux de corruption importants. On sait très bien qu'il y a beaucoup de fuites de capitaux qui partent de l'Algérie vers la France. Et les Algériens, pour certains, sont souvent persuadés que la France continue à agir en Algérie via ce levier-là. C'est-à-dire le rôle des grandes multinationales, le rôle d'un certain nombre d'affairistes algériens dont on découvre qu'ils possèdent d'immenses fortunes en France et que, quelque part, finalement, les autorités françaises tolèrent l'existence de ces
de ces grosses fortunes, sachant pourtant qu'elles ne peuvent qu'être le résultat de phénomènes de corruption. Donc là, il y a énormément parfois de mise en cause. Et on sent bien d'ailleurs, pour finir avec ce point qui mériterait des heures et des heures de débat, hein, que même la position politique française est compliquée. On a eu les premières manifestations. Le système a essayé de trouver une solution en disant bon, ok, Bouteflika ne va pas faire de 5e mandat, mais il va faire un mandat 4++, c'est-à-dire un 4e mandat étendu, de manière à préparer la transition, un peu ce qui s'est passé au Congo avec ce qu'on avait appelé le glissement. Et là, Paris, l'Élysée s'est dépêché de soutenir cette option, ce qui a fondamentalement agacé les Algériens. C'est-à-dire que lorsque l'Élysée a dit que ça leur paraissait une bonne solution qu'il y ait cette transition, ce mandat étendu, le vendredi qui a suivi, il y a eu énormément de slogans anti-Macron, vraiment, dans les cortèges. Tout ça pour dire que c'est toujours très difficile lorsqu'on est homme politique français d'avoir un avis ou de formuler un avis sur la situation en Algérie. Parce que c'est un paradoxe. Aujourd'hui, la France ne peut pas soutenir le régime parce qu'elle se ferait incendier par les manifestants. Et dans le même temps, elle ne peut pas soutenir de manière trop ouverte les manifestants pour 2 raisons. D'abord parce que ça incommoderait un partenaire fondamental pour elle qui est le régime algérien, parce que c'est tout de même un interlocuteur, notamment dans ce qui se passe au Sahel. Donc voilà. Et deuxièmement, parce que ça pourrait mettre le mouvement populaire dans une position difficile dans un pays, l'Algérie, où les gens ont horreur de l'ingérence. Et alors, il suffirait que demain la France dise mais que le mouvement populaire est une très bonne chose pour l'Algérie pour que le régime exploite ça en disant mais vous voyez que ce mouvement populaire est un complot français puisque les autorités françaises le soutiennent. Donc on avance sur des œufs sur cette question-là. Mais moi, l'idée que je défends souvent pour conclure, c'est qu'il y a aujourd'hui des relations entre l'Algérie et la France à tous les niveaux, humains, techniques, entre entités décentralisées, régions et villes, etc. Mais ça reste presque du domaine du tabou. C'est-à-dire, il y a des choses qui sont faites, mais il ne faut surtout pas en parler parce qu'on a peur finalement de braquer une partie de l'opinion publique française. Et c'est très prenant. C'est assez, quand vous êtes algérien et que vous couvrez cette actualité, ça saute aux yeux. Ça saute aux yeux, c'est assez étonnant d'ailleurs. Donc nous ne pouvons rien faire d'utile à part nous taire. En tout cas, sur le plan officiel, il est évident que c'est difficile. Maintenant, ne rien faire d'utile, non, au contraire, parce que moi je crois que les liens entre les 2 pays, c'est les hommes qui les font, les hommes et les femmes qui les font. Et que, par exemple, dans le livre, je dis bien, je montre bien, je dis, beaucoup de gens, notamment ceux qui ont un lien avec l'Algérie, les pieds noirs par exemple, ou les enfants de pieds noirs, ou les petits-enfants de pieds noirs, se demandent toujours comment ils seront reçus en Algérie. En réalité, l'affirmation selon laquelle les Algériens détestent toujours la France est totalement fausse. Elle est fausse. Elle est fausse. Les gens sont bien reçus. Il y a, je dirais presque, les gens sont totalement décomplexés par cette affaire aujourd'hui. Stéphanie Veillon-Nassif, je suis écrivaine d'origine française et je suis installée depuis 10 ans au Liban. Et donc je m'intéresse vraiment au monde arabe depuis un certain nombre d'années. Je vous remercie pour votre présentation qui m'a permis justement d'avoir un regard sur l'Algérie. Vous avez évoqué les printemps arabes, donc la Syrie, la Libye également, on pourrait évoquer l'Égypte, et les
les échecs qui ressortent finalement de ces printemps arabes. Ma question, en fait, c'est de savoir si finalement l'Algérie, avec ce mouvement pacifiste qui se met en place, qui semble prendre son temps, n'est pas un nouvel espoir pour le monde arabe d'accéder à la démocratie. Et si c'est le cas, quels sont les atouts de l'Algérie pour pouvoir éviter tous les écueils, tous les dangers dans lesquels les autres pays ont pu tomber, sombrer. On pense notamment à la Syrie qui est dans une guerre civile qui n'en finit pas avec des enjeux internationaux importants. En Égypte avec une dictature militaire qui prive toute liberté, on va dire. Donc face à ça, quel peut être l'espoir justement du peuple algérien de pouvoir se dégager de tous ces dangers? Alors, comment faire justement pour que ce mouvement ne dérape pas? Alors, je vous disais, dans un premier temps, ce qui est important de noter, c'est le caractère pacifique du mouvement. Je crois que c'est vraiment quelque chose de fondamental. Un mouvement pacifique pose un vrai souci à celui qui peut être tenté de le réprimer. Il y a aussi, comme atout, parce que vous parliez d'atout, le fait que la mémoire collective algérienne est encore hantée par le souvenir des années 90. C'est-à-dire que l'idée de la violence ou du recours à la violence comme moyen de régler un différend politique a beaucoup été battue en brèche par ce qui s'est passé dans les années 90, qui est un véritable trauma. Je rappellerai que c'est une blessure sur laquelle on a mis un pansement et en disant aux Algériens de penser à autre chose, mais on voit bien que ça revient en force parce qu'il y a eu des lois d'amnistie, des lois sur la concorde nationale, mais qui n'ont rien réglé, notamment pour ce qui est des victimes et de celles et ceux qui ont eu à subir les violences d'où qu'elles viennent, qu'il s'agisse des violences islamistes ou des violences perpétrées par les forces de l'ordre et par l'armée. C'est assez pesant dans le climat algérien, dans la manière dont la société évolue. Les Algériens sont bien conscients effectivement du danger qu'une situation de crise politique peut ouvrir comme ingérence. Je disais tout à l'heure que les gens ne veulent pas que la France se mêle de leurs affaires, mais ça ne vaut pas que pour la France. Et aujourd'hui, d'ailleurs, dans les cortèges de manifestants, l'ennemi potentiel, l'ingérant, celui qui se mêle de ce qui ne le regarde pas, ce n'est pas la France. Et ce ne sont pas les États-Unis. Les Algériens ont identifié comme ennemi potentiel de leur mouvement de protestation populaire, de mouvement politique, les monarchies du Golfe. Ce sont elles qui aujourd'hui sont le vrai danger dans le monde arabe. Ce sont elles qui agissent pour, je dirais, imposer des mouvements contre-révolutionnaires. Et il y a deux pays fondamentaux qui sont mis en cause, il y a deux pays qui sont mis en cause de manière fondamentale et de manière récurrente dans les débats ou dans les cortèges, c'est l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis. Le Qatar, c'est une autre histoire. Le Qatar est accusé de vouloir du changement, mais un changement en faveur d'un courant politique bien déterminé que sont les frères musulmans. Mais l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis, eux, leur volonté, c'est les régimes autoritaristes. Ce n'est pas un hasard si ces deux pays soutiennent le régime dictatorial du maréchal Sissi. Et que les Algériens ont très mal
apprécié, en tout cas ont très mal vécu, le fait que pendant qu'eux sont impliqués dans un mouvement de protestation populaire, le général Haftar en Libye, allié en tout cas des Émirats, de l'Égypte et de l'Arabie Saoudite, déclenche une offensive contre le régime de Tripoli, ce qui crée une tension politique, militaire, aux frontières algériennes. Donc le vrai souci, c'est ça. Ce sont ces deux pays qui ont énormément d'argent, qui arrivent à corrompre énormément de monde, y compris en Occident, pour s'acheter des réputations, pour s'acheter, je dirais, des légitimités, alors que ce sont deux pays qui aujourd'hui, on le voit bien avec l'histoire du Yémen, sont les responsables, non pas les seuls, mais sont responsables en partie d'un drame humanitaire assez important. Et il est évident que ces deux pays voient d'un très mauvais œil l'idée que demain l'Algérie soit un régime à la fois un État de droit et un régime démocratique, parce que l'effet de contagion dans le monde arabe peut de nouveau jouer. Je rappelle que l'Algérie a, pour différentes raisons, et notamment des raisons liées à la guerre d'indépendance, en tout cas à la lutte anticoloniale, jouit toujours d'un certain prestige dans le monde arabe, et que ce qui se passe en ce moment à Alger, avec le départ de Bouteflika, a redonné des idées à nombre de pays, de peuples qui se disent que ça pourrait jouer de nouveau. Voilà, donc les gens sont très conscients de ça. Et d'ailleurs, il y a des slogans qui mettent à la fois en cause le général Gaïd Salah et le mettent en cause pour ses liens d'affaires supposés avec les Émirats arabes unis. Et ça, pour les gens, c'est rédhibitoire. Bernard Bougel, vous avez longuement parlé à de multiples reprises du traumatisme des années noires de 90, mais si j'ai bon souvenir, ces années noires ont démarré à l'issue d'un vote populaire qui a porté le Front islamique du salut à la tête à la fois des municipalités et du Parlement. Et c'est justement le fait que le régime est combattu par la force ce choix démocratique qui a provoqué cette. Qu'est-ce qui pourrait faire que ça se passe différemment aujourd'hui? Ma réponse va vous paraître bizarre peut-être, mais ce qui pourrait faire que ce soit différent, c'est que ça se soit déjà passé. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que le fait qu'on ait vécu justement cette situation-là, où des gens, en tout cas, ont pensé qu'on pouvait annuler les élections facilement et que, ma foi, ça n'entraînerait pas des dommages terribles pour la population. Les deux acteurs de l'époque, à savoir les militaires et les islamistes, étaient aussi dans des logiques d'affrontement, puisque chacun pensait l'emporter facilement. Les choses ont changé. Si demain, pour reprendre une question qui a été posée tout à l'heure, on a à nouveau un mouvement héritier de l'ex-FIS, je pense qu'il sera bien moins arrogant qu'il ne fut dans les années 80. Quand vous suiviez les discours des islamistes à la fin des années 80, le FIS notamment, pour eux c'était tout ou rien. C'est-à-dire qu'il y avait une violence déjà dans le ton et dans le discours. Les prêches enflammés. Aujourd'hui, quand vous lisez les textes de ceux qui restent des anciens dirigeants du FIS, c'est très consensuel, ça défend la démocratie, ça évoque l'alternance. Et puis il y a des exemples. Il y a des exemples. Il y a l'exemple de la Tunisie voisine. Je rappelle que la Tunisie voisine reste peu ou prou l'unique réussite de ce qu'on a appelé les printemps arabes, et que ce pays a démontré que, ma foi, il pouvait avoir un parti islamiste fort, puissant, capable de remporter des élections et capable aussi d'abandonner le pouvoir quand il le fallait. Certes, l'expérience est difficile, elle est incertaine. À la rentrée, la Tunisie a un rendez-vous avec les élections législatives et les élections présidentielles. Il y a beaucoup d'incertitudes, mais il n'en demeure pas moins que voilà un pays qui a réussi sa période de transition, il a une nouvelle constitution, et les gens regardent et voient que c'est possible.
Alors bien entendu, il a fallu aussi en Tunisie que beaucoup de conciliation. Il y a eu le rôle fondamental de la France et de l'Union européenne qui a consisté à dire aux acteurs politiques tunisiens « on prendra parti pour personne, débrouillez-vous ». Est-ce que ce sera possible en Algérie? Je ne le sais pas. Mais en tous les cas, l'idée de démocratie, d'alternance revient dans les débats. On a vu, néanmoins, quelques provocateurs dans les cortèges scander République islamique, pas de constitution, pas de loi, seul le Coran compte. Bon, là, on ne sait pas très bien si c'est effectivement l'expression d'un reliquat des mouvements radicaux ou si ce n'est pas une énième manipulation du pouvoir algérien qui a toujours consisté à vouloir faire peur à une partie de la société en agitant le spectre de l'islamisme. En septembre dernier, septembre 2018, la télévision algérienne a diffusé des images insoutenables tournées en 1997, quelques heures à peine après la découverte d'un massacre de villageois dans la banlieue d'Alger, dans les banlieues populaires d'Alger. Le message, c'était clair à l'époque. C'était soit vous avez un 5e mandat, soit vous allez avoir le chaos et le retour des groupes armés, des groupes islamistes armés. Ce qui a poussé tout de même les gens dans la rue à vaincre leur réticence par rapport à un retour à cette période-là, justement, c'est l'humiliation de trop. C'est le 5e mandat. C'est là vraiment les gens... l'idée qu'un homme impotent, malade, invisible, qui n'a pas parlé aux Algériens depuis 5 ans, qu'on ne voit pas, qui a fait déjà sa campagne de réélection pour un 4e mandat en étant absent, et on organise un meeting à Alger le début février pour soutenir la candidature de l'homme qui n'est pas là, et on applaudit un cadre, et on se prosterne presque devant ce cadre dans un pays où... on est quand même un pays musulman, donc toute idolâtrie est interdite normalement. Ça a été la revendication, enfin l'humiliation de trop. Et je retiens, monsieur, aussi votre suggestion. Effectivement, j'avoue ne pas y avoir pensé, mais je me demande effectivement aussi à quel point le mouvement des Gilets jaunes a dû certainement pouvoir, puisqu'on regarde beaucoup les télévisions françaises en Algérie, et que le mouvement des Gilets jaunes a dû avoir aussi un impact. Je dirais d'ailleurs, concernant ce mouvement, que c'est très amusant à un moment donné de voir de nombreuses chaînes d'information françaises, enfin des personnalités médiatiques, mettre en opposition, je dirais, le caractère pacifique des manifestants en Algérie, leur caractère, je dirais, civilisé, le fait qu'ils nettoient, etc., et de mettre à l'inverse, de pointer du doigt les incivilités, les violences liées aux gilets jaunes. Bon, je pense néanmoins que pour qu'on ait des manifestations qui se déroulent bien, il faut être deux. Et je pense que si ça se déroule bien aussi en Algérie, c'est parce que les forces de l'ordre ont reçu comme consigne de ne pas user de violence immédiate. Parce que je peux vous garantir qu'en 2014, quand les gens sont sortis dans la rue pour dire non à un 4e mandat de Bouteflika, ça n'a pas traîné. C'est-à-dire qu'en 5 minutes, les rues étaient nettoyées. Avant même que les gens puissent s'organiser, vous vous faisiez embarquer, vous vous faisiez taper dessus. Cette fois-ci, il y a tout de même eu une retenue. Alors le nombre a beaucoup pesé, mais je pense aussi que dans les premiers temps, et ça fait partie des interrogations sur la stratégie de l'armée, sur qu'est-ce qui s'est vraiment passé au niveau du, et ça on ne le sait pas, au niveau du pouvoir, qu'est-ce qui s'est vraiment passé pour que le 22 février, tout de même, la manifestation se passe très bien, sans qu'il y ait de gros incidents, sauf en fin de parcours des cortèges. Vos analyses sont absolument pénétrantes. Je suis assez bien placé, juste parce que j'ai passé toute mon enfance en Algérie et que je connais très très bien ce pays. Donc j'approuve totalement vos analyses. Néanmoins, la démocratie, très souhaitée, nous dites-vous, par l'ensemble du peuple algérien, la démocratie n'est viable que si elle a des grands leaders.
Et c'est peut-être ça qui manque aujourd'hui en Algérie. Y a-t-il dans toute la classe politique et intellectuelle algérienne une ou plusieurs personnes qui ont la dimension pour prendre le pouvoir dans ce que devrait être l'Algérie démocratique? Moi, je voulais vous poser la question de la cohérence ou de la cohésion de la société algérienne. Quand j'y étais, je suis la génération qui a fait son service militaire là-bas, on opposait les Kabyles et les Arabes, premier élément de division. Il y a également les religieux ou laïcs. Est-ce que c'est l'approche par la laïcité a une chance en Algérie? Et puis enfin, il y a les modernistes qui sont peut-être dans les villes éventuellement, et les campagnards qui sont éloignés dans leur bled de tout, finalement. Est-ce que ça fait un pays cohérent ou non? Oui, bonjour monsieur, merci. Vous avez parlé des relations entre la France et l'Algérie. Je voudrais dire un mot des relations entre la France et l'Europe. Alors, il y a un nouveau Parlement européen, il y a un nouvel équilibre des pouvoirs qui s'installe à Bruxelles, et on murmure, mais vous savez, que parmi les quelques priorités sur lesquelles un accord de coalition, parce qu'il n'y aura pas d'autre solution au Parlement européen, pourrait se faire, une importance particulière serait donnée à la politique méditerranéenne. Alors, question, bien sûr, est-ce que cela peut être une opportunité et d'une certaine manière aussi une alternative utile dans le contexte franco-algérien? Et au fond, est-ce qu'il vaut pas mieux parler par la voie européenne que par la voie française? Je renforce ce point. Il y a eu quand même en 2002, je crois, un accord d'association, je crois qu'il portait ce nom, entre l'Union européenne, en tout cas quelques pays, 14 pays de l'Union européenne et l'Algérie. Et c'était en 2002, il ne s'est rien produit. Et il y a un manque très fort ressenti en Europe, celui de l'absence d'un hinterland, un peu ce qui a permis le développement de pas mal de pays asiatiques, un peu ce dont bénéficie l'Europe, enfin l'Allemagne vis-à-vis des pays d'Europe de l'Est. Il manque un flanc sud à l'Europe d'un point de vue économique, et qui serait évidemment mutuellement avantageux pour les deux zones. Sur la question de la démocratie, alors nous n'avons pas de Mandela. Nous n'avons pas de Mandela. Il n'y a pas de Mandela aujourd'hui en Algérie. Et ça rejoint le titre du livre, parce que c'est l'Algérie, un pays empêché. J'ai choisi ce titre parce que c'est un pays qui a toutes les potentialités pour être à un niveau de développement je ne sais combien de fois supérieur à ce qu'il est aujourd'hui. C'est un pays qui dispose de l'énergie à bas prix. C'est un pays, donc pétrole, gaz et soleil. C'est un pays qui dispose de l'eau encore. Malgré une idée reçue, l'agriculture algérienne continue de bien fonctionner. C'est plus de 35% du PIB. Ça continue d'employer des gens. Enfin bref, il y a de l'eau, il y a de l'énergie, il y a de l'argent. Il y a énormément de l'argent en Algérie. Il y a des sommes faramineuses qui circulent hors circuit bancaire ou intrabancaire. Donc il y a des capacités d'investissement, et je ne parle même pas des capacités d'investissement de la diaspora, qui, pour peu que le pays se redresse, est prête à aller investir une partie de ses économies dans le pays. Et puis il y a les hommes. Il y a un nombre incroyable d'universités en Algérie. Là aussi, je ne parle même pas de la diaspora. Donc tout ça fait que normalement, on devrait avoir un niveau de développement bien plus important. Aujourd'hui, bien entendu, on a quelques personnalités qui apparaissent grâce à ce mouvement populaire. Il y a des avocats, il y a quelques opposants, Maître Bouchachi, il y a les gens de la Ligue des droits de l'homme, il y a les gens du Rassemblement Algérie Jeunesse. On n'en est qu'au début. On n'en est qu'au début, et c'est pour ça que je pense qu'il faut s'inscrire dans le temps long. Ça ne va pas être réglé du jour au lendemain. C'est d'ailleurs peut-être ce discours-là qui déplaît aux médias, parce qu'on aime bien les choses qui vont vite. Là, on s'inscrit dans le temps long, qu'il y ait ou non une transition longue à accepter par le pouvoir, c'est pas fini. Et effectivement, on voit qu'il y a par exemple un phénomène de politisation express de la jeunesse. La jeunesse, en 2014, quand les gens sont sortis dans la rue pour dire on ne veut pas d'un 4e mandat,
les gens. C'était beaucoup d'intellectuels, beaucoup de personnalités de la société civile. La jeunesse n'a pas suivi. Aujourd'hui, on voit les jeunes se passionner pour les questions constitutionnelles, discuter démocratie, état de droit, liberté. Donc, effectivement, je suis d'accord avec vous, c'est de ce, je dirais, de ce désordre général, de ce bouillonnement, que vont surgir des personnalités qu'on ne connaît pas ou qui vont pouvoir s'affirmer, sachant encore une fois, c'est pour ça que j'ai beaucoup insisté sur cette question-là, on part vraiment de, je ne dis pas qu'on part de zéro, mais l'histoire sera terrible avec Bouteflika parce qu'en 20 années de présidence, il a quand même réussi à casser et à empêcher que l'Algérie ne renoue avec ce que fut l'élan démocratique des années 80, de la fin des années 80. Parce que même si effectivement ça a dégénéré avec l'élection du fils et tout, mais il faut avoir vécu ces 2 années-là, 89-91, avec soudain une société qui sortait du règne du FLN en tant que parti unique. C'est là où on a vu que ce pays pouvait, et plutôt que de renouer avec cette période-là, il a affirmé son pouvoir et empêché, je dirais, que le multipartisme n'existait réellement, la démocratie. Sur la cohésion de la société algérienne. Depuis le début des manifestations, il se passe quelque chose d'assez intéressant, c'est qu'on voit dans les cortèges 3 drapeaux. On en voit 4 maintenant. On voit le drapeau algérien, hein, vert, rouge avec les croissants et l'étoile, les blancs. On voit le drapeau palestinien, parce que voilà, il y a une solidarité toujours acquise aux Palestiniens. On voit maintenant le drapeau soudanais, en solidarité avec les Soudanais, mais on voit aussi un drapeau qu'on appelle le drapeau amazigh, le drapeau berbère. C'est-à-dire qu'il y a un chemin qui est en train d'être pris dans la société algérienne d'acceptation, je dirais, de sa multiplicité. Et que la question kabyle, berbère, qui a longtemps été utilisée par le pouvoir pour diviser les Algériens, bon, elle continuera de toutes les façons à diviser certains, mais en tous les cas, elle est moins, je dirais, explosive que par le passé, puisqu'on voit des gens avoir un drapeau à la fois berbère et à la fois algérien. Donc c'est intéressant, parce que ça remet en cause la vision uniformatrice des choses. Quand, en 1980, la Kabylie se soulève contre le régime algérien, le reste du pays n'a pas suivi, et alors que c'était un mouvement d'essence démocratique, qui prônait vraiment la démocratie et la liberté pour les Algériens, mais à l'époque, les Algériens n'ont pas suivi pour des raisons essentiellement régionalistes et parce que le régime a su diviser les uns et les autres. Aujourd'hui encore, le régime essaye de diviser et de casser le mouvement populaire en faisant croire, en tout cas en essayant par ses sites, par ses, je dirais, par les gens qui activent sur les réseaux sociaux, en faisant croire que c'est un mouvement qui est manipulé par les Kabyles francophones, francophiles, et que ça va à l'encontre de la nation, etc. Mais les gens ne sont absolument pas dupes sur ça. Donc la révolution, en tout cas la période qui s'ouvre aujourd'hui, c'est aussi, je l'espère, ce sera aussi l'occasion pour les Algériens de réfléchir à ce qu'ils sont, à leurs questions d'identité, la langue, etc. Et l'Europe? Alors, pour finir, l'Europe. Oui, alors effectivement, bon, moi je vous signale d'ailleurs qu'on devait avoir au mois de juin un grand sommet à Marseille pour relancer l'Union pour la Méditerranée, etc. Et que finalement, ça a été annulé et que ce sera à un niveau ministériel que les chefs d'État ne viendront pas. Donc ça montre à quel point ce qu'on a appelé le processus euro-méditerranéen est en panne, puisque l'Union pour la Méditerranée n'a absolument pas tenu ses promesses, que le processus de Barcelone aussi, et parce qu'il y a tout de même des problèmes sur la table. Il y en a plusieurs. Il y a la question israélo-palestinienne. Je veux dire, tant que la question des droits des Palestiniens ne sera pas résolue, je vois mal un accord, je vois mal les problèmes qui existent dans le bassin méditerranéen disparaître. Il y a la question du Sahara. Ça aussi, ça empoisonne les relations entre notamment l'Algérie, je le disais tout à l'heure, et la France, et de manière un peu plus générale, l'Union européenne. Parce que ça empêche, il y a un non-Maghreb, il n'y a pas d'union du Maghreb réel, et donc voilà, il y a un souci de ce côté-là.
J'aimerais aussi dire deux choses rapidement sur l'accord d'association de 2002. Alors, je crois que l'Algérie, c'est 2005, hein, enfin, si mes souvenirs sont bons. Bon, ça a produit des choses, mais ça a produit des choses négatives. Parce que l'accord de libre-échange qui a été conclu entre l'Algérie et l'Union européenne, ça a permis en Algérie de voir le développement de ce qu'on appelle l'import-import, c'est-à-dire des gens qui sont uniquement... ça permet à l'émergence d'une économie de comptoir, des gens spécialisés dans l'importation. Plutôt que de produire sur place, on importe. Et il y a des sommes faramineuses qui ont été englouties dans cet import-import. Les factures, je dirais, d'importation ont augmenté de manière assez incroyable dans les années 2000. Et toute tentative, depuis cette date, de limiter ces importations, d'essayer de mettre un peu de cohérence dans les besoins et les dépenses de l'Algérie, se sont heurtés au lobby des importateurs qui était très puissant, qui était très proche du clan Bouteflika. Et d'ailleurs, il y a 2 ans, en 2017, un Premier ministre a été nommé. Sa première déclaration a été de dire la facture des importations elle est trop lourde, on va réfléchir à diminuer les importations. Et il a sauté au bout d'un mois et demi un mois et demi après sa nomination. Donc il y a toute une réflexion aussi, à mon sens, qui doit être menée côté européen sur ce qu'on veut vraiment avec les pays du Sud. Est-ce qu'on veut vraiment que ces pays-là demeurent dans la situation d'État importateur, de comptoir, de débouché naturel des productions européennes, ou est-ce qu'on accepte l'idée du partage de la valeur ajoutée, du partage du transfert de certaines activités, de la coproduction, de la colocalisation? Et ça, c'est des questions qui n'ont absolument pas été tranchées. Et si je reprends le cas de la Tunisie, je trouve qu'il est scandaleux, mais vraiment scandaleux, qu'aujourd'hui, le seul pays arabe à connaître une expérience démocratique se voit proposer la seule chose que l'Union européenne propose aujourd'hui aux Tunisiens, c'est une zone de libre-échange approfondie, qui s'étendrait aux produits agricoles. Il y a aujourd'hui une grave crise économique en Tunisie. La Tunisie est un pays agricole. Demain, on veut mettre les produits agricoles tunisiens en concurrence avec le poids des 27 ou des 28, je ne sais plus comment il faut dire. C'est absolument criminel. Je pense vraiment qu'il y a un souci. On a autre chose à proposer aux Tunisiens que de leur dire, ma foi, maintenant, votre huile d'olive, il faut savoir qu'un olivier en Tunisie peut faire vivre de 10 à 25 personnes. Votre huile d'olive, elle va être en concurrence directe et frontale avec l'huile d'olive espagnole, italienne, etc., comme si on était à égalité dans les positions. Il y a un vrai souci politique là-dessus. Cher monsieur, on a le même problème avec l'Allemagne. Hein. C'est normal que vous ayez le problème aussi. Voilà, ça je comprends, vous avez raison. Mais voilà, là, vous imaginez la Tunisie qui est... Voilà, donc c'était un peu mon plaidoyer hors sujet de la question algérienne. Vous avez fait d'excellents plaidoyers sur beaucoup de sujets. C'était tout à fait passionnant. Je vous remercie, je pense Merci aussi à vous que tout l'auditoire. Merci beaucoup, à bientôt.